Parfois, j'aimerais que l'humanité voie les chèvres avec mes yeux. J'aimerais que l'humanité voie les chèvres avec mon cœur. Je m'appelle Ariane, je suis prof de yoga depuis plus de 10 ans et la vie a fait que je me suis retrouvée avec un petit troupeau de chèvres. Vous écoutez le podcast En quête de soi et je vous invite évidemment à commenter ce podcast, à mettre des étoiles, des pouces, tout ce qui existe pour aider ce podcast à vivre. Rien ne me destinait un jour à devenir l'humaine d'un petit troupeau de chèvres. Moi, j'y connaissais rien aux chèvres. Je suis une fille de la ville à la base, même si j'ai passé beaucoup de temps à la campagne depuis mon enfance. Mais jamais dans un milieu rural, jamais dans une ferme, ou très rarement. Mais quand je suis venue m'installer dans mon petit village dans les montagnes à 3 ans, j'ai très vite découvert que dans le pré juste en bas de chez moi, il y avait 2 biquettes qui pâturaient. C'était les chèvres de mon propriétaire qui vit dans le même bâtiment que moi. Il y avait ces 2 chèvres pour tondre la pelouse. Et j'ai rencontré très vite Rosalie, qui s'appelait pas encore Rosalie à l'époque, parce que le grillage qui les séparait de leur foin, ou du foin, était assez large pour laisser rentrer sa tête, mais avec ses cornes, elle n'arrivait plus à en ressortir, donc elle restait coincée. Et moi, je l'entendais de ma terrasse, je l'entendais bêler désespérément quand elle était coincée. C'est arrivé une fois à Charlie, et puis après elle a vite compris comment se défaire, mais Rosalie a pris plus de temps à comprendre la technique, et du coup, je suis allée régulièrement la sortir de ce mauvais pas. Et c'est comme ça que je les ai rencontrées. Au début, elles étaient toutes les 2 méfiantes, mais très vite, Rosalie est venue chercher des câlins. Et très vite, j'ai découvert à quel point c'était une chèvre facétieuse et tendre. Quelque temps plus tard, Rosalie a eu un abcès au genou. Et elle boitait, elle souffrait. Et un jour, mon propriétaire les avait mis dans un autre enclos où il n'y avait pas d'abri et il pleuvait. Et je voyais Rosalie qui était couchée, qui ne se levait plus sous la pluie. Et une chèvre qui ne se lève plus, c'est une chèvre qui se laisse mourir. Elles ont vraiment besoin d'être debout pour pouvoir s'échapper en cas de danger et puis aussi pour évidemment pouvoir pâturer. En voyant ça, évidemment, j'en ai parlé à mon propriétaire à plusieurs reprises. Je lui ai dit, vous avez vu, elle a mal à la patte et tout. Et il a dit, ah oui, j'ai fait venir un copain. Bon, il m'a dit que on ne pouvait rien faire, machin. Alors moi, évidemment, j'ai commencé à lui donner des soins, à lui mettre des cataplasmes d'argile, à voir ce que je pouvais un peu faire, à désinfecter tout ça. Mais évidemment, sans succès. Et je discute encore avec mon propriétaire et puis je lui dis, on discute de la patte de Rosalie. Et puis il me dit, oui, mais bon, de toute façon, là, en septembre, je vais les faire abattre parce que comme c'est incurable... Puis les vétérinaires, moi j'ai pas trop confiance et tout. Je précise que mon proprio est vraiment un être humain très gentil, très ouvert d'esprit, généreux. Mais on ne partage pas vraiment la même vision des animaux, la même façon de vivre avec. J'ai remarqué, et puis j'en discutais avec des amis qui vivent à la campagne, c'est que souvent à la campagne, on a une vision un petit peu utilitariste des animaux et on les voit un peu comme des outils. Et quand ils ne servent plus, ils passent à la casserole. Donc on ne partage pas ce même point de vue. Évidemment, en apprenant cette nouvelle, moi je m'étais déjà attachée aux 2 biquettes. J'avais même fait venir le vétérinaire pendant que mon propriétaire était en vacances. Le vétérinaire qui m'avait dit
Oh, mais ça, en fait, un peu d'antibiotiques, 3 injections d'antibiotiques et il n'y paraît plus. Mais bon, comme c'est pas vos chèvres, je veux pas le faire. Et surtout si peut-être qu'ils veulent les consommer. Et donc, il faut attendre au moins 2 mois avant la consommation pour faire des injections d'antibiotiques. Avec toutes ces informations en tête, mais moi évidemment, j'ai pas réussi à dormir, j'ai fait quelques insomnies avant de trouver ma solution du cœur qui s'est complètement imposée à moi et qui consistait en fait à demander à mon propriétaire si je pouvais récupérer les 2 biquettes. Et donc c'est ce que j'ai fait, je lui ai demandé s'il était d'accord que je m'en occupe et que je les laisse évidemment sur le terrain, comme ça elles continueraient à remplir leur fonction de tondeuse à gazon, mais ce serait moi qui m'en occuperais. Il a un peu réfléchi et puis il a accepté. Et puis au début je voulais lui acheter, il m'a dit mais non, je vous les donne, il n'y a aucun souci. Donc ensuite j'ai fait venir le vétérinaire, il a fait une injection, j'ai fait les 2 suivantes parce que je suis devenue un peu infirmière, maintenant je sais faire des piqûres, c'est des trucs qui me semblaient complètement impensables avant, mais maintenant je fais des piqûres intramusculaires, sous-cutanées, enfin bref. Donc voilà, je lui fais ces injections d'antibiotiques et puis quelques semaines plus tard, c'était réglé. Et donc voilà comment je me suis retrouvée l'humaine de Rosalie et de Charlie. Deux ans plus tard, Charlie est tombée malade. On ne savait pas trop ce qu'elle avait un peu de fièvre, mais on ne savait pas d'où ça venait. Et puis elle était apathique, elle mangeait très peu et elle sortait plus de l'abri, elle n'allait plus du tout pâturer. Malgré les soins vétérinaires, on ne savait pas trop qu'est-ce qui se passait. Et donc j'ai fait appel à Camille qui est ma super communicatrice animale qui a communiqué avec elle et qui m'a dit en fait Charlie là elle est complètement déprimée parce qu'elle trouve plus de sens à sa vie comme elle n'a plus de troupeau. En fait, le troupeau, pour elle, c'est vraiment ce qui crée du sens. Elle a besoin de ça. C'était quelque chose, je le sentais déjà en moi, qu'elles avaient besoin un peu de vie, mes 2 biquettes. Et du coup, je me suis dit, allez, je vais prendre un petit babe, je vais prendre un petit cabri pour remettre un peu de vie là-dedans et puis pour stimuler un peu mes chèvres et agrandir le troupeau. Puis très vite, on m'a dit que une chèvre, surtout un bébé, ce serait compliqué à intégrer avec 2 chèvres adultes, sachant que c'est déjà compliqué en fait d'intégrer des chèvres d'un autre troupeau, parce que chaque troupeau a un peu son langage, a sa propre odeur, et donc c'est pas une manœuvre qui est très aisée, parce qu'elles peuvent vraiment se taper dessus entre troupeaux. Ça peut être assez violent. Mais j'en parle à mon propriétaire, je lui dis est-ce que c'est ok si je ramène deux bébés. Il me dit oui, pas de souci, voilà. Et puis il me donne les coordonnées d'une chèvrière qui s'appelle Mathilde, qui est pas très loin de chez moi. Et donc je vais voir Mathilde. Et au moment où j'y vais, elle me dit là c'est plus la saison des petits, c'est en février en général qu'elles mettent bas. Par contre, j'ai 3 chèvres que je comptais euthanasier la semaine prochaine. Donc si tu veux, tu peux les récupérer. Alors moi, du coup, j'étais pas partie plutôt sur des bébés. Et puis j'étais partie pour 2 chèvres. Et là, je vois ces 3 chèvres adultes. Évidemment, évidemment que je ne pouvais pas les laisser se faire euthanasier. Alors là aussi, je me suis fait des nœuds au cerveau, etc. En me disant, mais je peux pas juste en choisir 2, et sachant que la 3e va se faire euthanasier, c'est pas possible. Et puis Mathilde qui me dit, oh, et puis tu sais, 2 ou 3, finalement, ça change pas grand-chose. Je dis, ah oui, c'est vrai, certes. Et du coup, j'ai demandé à mon propriétaire si c'était ok, en fait, de ramener 3 chèvres adultes plutôt que 2 bébés, et il était comme je vous dis, c'est quelqu'un de très gentil, il m'a dit oui, pas de souci, on va pour 3. Et donc Mathilde a ramené les petites blanches quelques jours plus tard.
Au début, je les ai mis dans un enclos séparé, donc c'était l'été, du coup, elles pouvaient tout à fait rester dehors, il pleuvait pas. Rappelez-vous, cet été, hein, c'était grosse sécheresse, donc pour elles, c'était parfait. Et comme ça leur permettait en fait de faire connaissance à travers enfin voilà, à distance, on va dire. Et puis ensuite, je l'ai un peu ouvert l'enclos tout en surveillant pour voir qu'il n'y avait pas de problème. Et petit à petit, les choses se sont faites. Alors ça a pris un certain temps, hein. Au début, c'était vraiment... elles n'étaient pas très copines, puis elles vivaient chacune leur vie de leur côté. Mes petites brunes étaient clairement les chefs, hein, parce que elles sont plus hautes sur pattes, et puis surtout elles étaient chez elles, hein, donc c'était elles qui géraient tout ça. Jusqu'à ce que la situation se retourne quelques mois plus tard. D'un coup, d'un seul, j'ai eu la chance d'assister à cette scène. J'étais sur ma terrasse et puis là, je vois Jali, la plus robuste des trois petites blanches, qui a fait un coup d'état et qui a renversé Charlie, qui était avant la chef incontestée du troupeau. Et du coup, Jali est devenue la matriarche. Comme ça, en une journée, elle n'a pas arrêté de harceler Charlie. Elle était tout le temps derrière elle. Elle lui mordait les pattes arrière, elle se battait, etc. Et Charlie a capitulé. Et depuis ce jour, c'est Jali qui est la chef. Et donc me voilà avec mes 5 biquettes. Ça se passe relativement bien. Alors c'est vrai qu'en accueillant les petites blanches, j'ai pu constater qu'elles étaient assez maigres, mais je me disais qu'elles se retaperaient pendant l'hiver. Je me suis pas trop inquiétée. Je me suis dit bon, cet hiver, elles vont un peu moins bouger. Et puis moi, j'apporte des granulés, etc., qui sont beaucoup plus riches que le foin ou qu'est-ce qu'elles peuvent trouver dans la nature. Donc normalement, ça devrait aller. D'ici 6 mois, elles devraient s'être remplumées. Et en fait, malheureusement, Babette, qui était la plus maigre des trois, a commencé à avoir de la diarrhée. Donc là aussi, bon, je saurai la prochaine fois, mais je me suis pas inquiétée plus que ça, parce que je me suis dit ça doit être le changement d'alimentation. Ça arrive hein, que mes chèvres, elles aient des petits coups de diarrhée. Bon, voilà. Mais là, la diarrhée a commencé à s'intensifier. Et j'ai fait faire une analyse de sel et le vétérinaire m'a appelé presque en urgence en me disant « Ouh là là, mais en fait, elle est parasitée comme j'ai rarement vu ». Donc il est tout de suite venu, surtout que Babette commençait à montrer des signes de faiblesse. Elle avait un peu de mal à marcher et elle commençait à moins en moins se déplacer. Donc le vétérinaire est venu et puis il a vu qu'elle était très très anémiée. Donc il m'a dit, bah voilà, on va lui faire des injections de fer régulièrement. Et puis, a priori, une fois qu'elle aura ses apports en fer, d'ici 2-3 semaines, elle commencera doucement à se remettre sur pattes, surtout si vous lui donnez une alimentation un peu plus riche. Donc je lui donnais des bananes, des petites graines de lin, des graines de tournesol, plus sa ration alimentaire quotidienne. Mais malgré tous nos efforts, Oriane, qui est spécialisée dans les caprins, ma vétérinaire, est venue aussi plusieurs fois. On a essayé de lui faire on l'a donné du propylène glycol, qui est du sucre qui est digéré par les chèvres, du sucre liquide, pour la rebooster en fait, pour lui donner un petit coup de boost pour faire repartir son système. Mais malheureusement, rien n'y a fait. Et ma Babette s'affaiblissait de jour en jour. Elle arrivait à peine en fait à se tenir couchée sur le ventre. C'est comme ça que les chèvres dorment. Elle tombait sur le côté en fait tellement elle avait plus de force. Donc je mettais des petites briques de yoga en fait pour la maintenir, pour qu'elle tombe pas. Et j'y allais à peu près toutes les 2 heures pour vérifier qu'elle n'était pas tombée, pour l'alimenter en continu, etc. Et malgré tous mes efforts, Babette était trop fatiguée. Et
La veille, je lui ai donné, je suis allée lui couper de l'herbe fraîche, je cherchais des pousses de saule, des ronces, tout ce que les chèvres adorent. Et je lui ai donné, j'avais tout coupé finement parce qu'elle avait du mal à manger aussi. Et j'ai senti qu'il y avait un dernier élan là de joie et de plaisir à manger tout ça. Puis après... Et puis après, j'ai senti qu'elle était vraiment trop fatiguée. Et le lendemain, elle a carrément refusé de manger. Et donc, je lui ai dit, ben, ma Babette, là, tu peux y aller, c'est bon. J'étais en paix avec ça. J'avais eu le temps de m'y faire, contrairement à la mort de mon chat qui était survenue 2 semaines plus tôt, qui a été très brutale. Là, au moins, j'avais le temps de m'y préparer et d'y réfléchir et d'être en paix avec ça. Et donc, je lui ai dit, le matin, quand j'ai vu qu'elle n'avait pas mangé, je lui ai dit, c'est bon, ma chérie, tu peux y aller. J'avais chanté avec mon tambour pour lui dire que c'était OK. Et il y a une amie qui est venue pour toute autre chose, mais bon, qui finalement a passé 1 heure avec moi à écouter mes difficultés et ma tristesse. Au bout d'1 heure, je lui dis, bon, là, il faut que j'aille voir comment va Babette, parce qu'il faut que j'y aille très régulièrement. Et j'y suis allée, et puis il y avait un rayon de soleil. J'avais laissé Djali et Rosalie avec elle, qui étaient les 2 chèvres qui s'entendaient bien avec elle. Je voulais pas qu'elle soit toute seule. Et quand je suis arrivée, elle était partie. On a fait un joli rituel avec mes amis, on l'a emmenée dans la forêt, j'ai à nouveau joué du tambour pour accompagner son âme vers les pâturages éternels. Et ça a été un moment hyper joli, on a bu des bières avec mes 2 amis, avec mes biquettes après, pour célébrer la vie aussi. Alors, entre parenthèses, ça fait toute une histoire, le fait que je laisse ma chèvre dans la forêt... parce que il vibre. Alors oui, je savais que c'était interdit, mais bon, comme je voyais tout le temps des cadavres d'animaux laissés par les chasseurs dans la forêt, je me suis dit, bon, un de plus, un de moins, ça va déranger personne. Et bien, figurez-vous que si. Et heureusement, le garde forestier de mon village est absolument adorable, il m'a couverte. Mais je risquais une amende, voilà. Bon, je n'ai pas eu à payer l'amende. Mais voilà encore quelques absurdités du système. Toujours est-il que juste après que Babette ait quitté son corps, j'ai vraiment plus pu manger de fromage de chèvre. J'étais déjà sur un chemin vers le véganisme, mais j'avais beaucoup de mal à arrêter le fromage. Autant le lait, la crème, ça c'était ok. Autant le fromage, c'était hyper dur pour moi parce que j'adore ça. Enfin, j'adorais ça. Et là, je peux vous dire que ça a été une énorme baffe dans la figure. Parce que, mais vraiment hyper spontanément, là, j'ai plus pu avaler. Ne serait-ce qu'un micro-bout de fromage de chèvre. Il faut savoir que même dans les petits élevages, comme celui de Mathilde, alors Mathilde adore ses chèvres, elle s'en occupe hyper bien, elle a une démarche écolo, et vraiment on sent qu'elle veut prendre soin d'elle et qu'elles aient la meilleure vie possible. Mais elle a des contraintes économiques très fortes en fait. C'est un métier qui est très difficile économiquement. C'est très difficile aussi parce que c'est énormément de travail, mais pour s'en sortir financièrement, il faut vraiment essayer de tirer le plus profit en fait des chèvres malheureusement. Et du coup, ben voilà, ça fonctionne de la manière suivante, c'est-à-dire qu'une chèvre, on va lui faire un petit pour qu'elle produise du lait. À la naissance du petit, on va lui enlever tout de suite le petit, lui arracher le petit qui sera nourri au biberon. Et ensuite, on va comme ça pouvoir tirer un maximum de lait de la chèvre. Et donc, chaque chèvre va avoir un petit, puis donner du lait. Donc, c'est en gros 6 mois, quoi. C'est à peu près ça. 6 mois où elle va être en gestation et puis 6 mois où elle va allaiter.
Et ça, elles le font chaque année, quasi sans discontinuer. Donc je vous laisse imaginer ce que ça donnerait sur une femme humaine de faire un enfant, l'allaiter, refaire directement 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 un enfant, l'allaiter. Voilà, c'est à peu près le rythme qu'elles ont. Et forcément, les chèvres, au bout de 5 petits d'affilée, elles sont absolument épuisées physiquement. Et c'était le cas de mes trois petites blanches. Babette, elle était juste au bout du rouleau. Il faut aussi savoir que dans les petits qui naissent, on va garder que les femelles. Les mâles vont être abattus dès la naissance ou juste après. Parce que dans un troupeau, en fait, on a besoin de 2-3 boucs pour faire des petits, mais on n'a pas besoin de tellement plus en fait. Donc tous les autres petits mâles vont être abattus dès la naissance. Donc je ne sais pas si vous voyez un bébé chèvre, mais c'était quand même extrêmement mignon et je trouve que c'est vraiment ça me fend le cœur rien que d'y penser. Et je jette pas du tout la pierre aux personnes qui font ça. Je sais qu'il y a des contraintes économiques derrière et que voilà, c'est un peu le système qui veut ça. Maintenant, c'est vrai qu'il existe d'autres manières de faire. À la mort de Babette, j'ai une de mes élèves qui m'a envoyé un podcast, je crois que c'est France Culture, et que ça s'appelle Les Pieds sur Terre. Et ils interrogeaient un chèvrier qui pratique ce qu'on appelle la lactation longue. C'est-à-dire que la chèvre va faire un petit, parfois elle n'a même pas besoin apparemment, elle fait un petit et puis ensuite, au lieu de lui faire un petit chaque année, il va simplement continuer à traire la chèvre sans discontinuer. Toute l'année. Elle peut garder son petit puisque voilà, on peut partager en fait. C'est sûr qu'elle va produire moins au début, mais ensuite, elle va produire autant qu'une autre chèvre. Et apparemment, ça s'équilibre en termes de production de lait. Puis surtout pour les chèvres, c'est beaucoup moins fatigant et elles peuvent avoir du lait beaucoup plus longtemps et vivre beaucoup plus longtemps parce qu'elles sont tout simplement moins fatiguées. Il faut savoir qu'une chèvre peut vivre en moyenne une 15aine d'années et que quand elles sont en production laitière, en général, elles sont abattues vers 5-6 ans. Et du coup, je pense qu'une des solutions, ce serait vraiment de subventionner les élevages qui font ce choix de la lactation longue. Alors évidemment, c'est pas du tout les orientations que prennent notre société, l'Union européenne, la PAC, etc. On n'est pas du tout vers une production comme celle-là, qui est beaucoup plus raisonnée et peut-être beaucoup moins productive, mais tellement plus bienveillante pour les animaux. Et puis, évidemment, on a aussi notre pouvoir à nous dans notre porte-monnaie en arrêtant de consommer purement et simplement des produits laitiers. Quelques détails intéressants sur les chèvres. Alors déjà, c'est quoi ces petites coucougnettes là qu'elles ont au niveau du cou ? Figurez-vous que personne ne sait pourquoi, à quoi ça sert, pourquoi elles ont ça. Il y en a certaines qui les ont et d'autres qui les ont pas. Suzy n'en a pas, mais les 3 autres en ont. Et on ne sait absolument pas pourquoi. Peut-être que dans la sélection naturelle darwinienne, les chèvres se sont dit que c'était un attribut de beauté. On n'en sait rien du tout. En tout cas, c'est assez rigolo parce que, voilà, ça pendouille, ça sert à rien. Mais c'est rigolo. Un autre grand mystère pour moi, c'est comment les chèvres font pour manger des ronces sans avoir la bouche en sang. C'est un mystère, je ne sais pas. Surtout qu'elles n'ont des dents que en bas. Elles n'ont pas de dents en haut. Donc je sais vraiment pas comment elles font. Surtout qu'elles peuvent manger des trucs super durs. Elles mangent des branches, elles mangent du bois, elles mangent des écorces. Et pas de problème quoi, juste avec des dents en bas. Il faut savoir que les chèvres descendent des chamois, donc ça reste des animaux de proie et elles ont vraiment gardé cet instinct-là.
Donc dès qu'il y a un bruit inhabituel ou quelque chose, tout de suite elles sont sur le qui-vive et elles vont tout de suite se redresser, regarder qu'est-ce qui se passe et si nécessaire courir à l'abri. Et donc elles ne dorment apparemment que 4 minutes en moyenne de sommeil profond. Voilà, c'est très court, mais apparemment elles font plein de petits sommeils dans la journée, dans la nuit. Oui, parce que moi, mes chèvres, la nuit, elles aiment bien se balader, donc voilà. Les yeux des chèvres, alors ça aussi, c'est assez incroyable. Elles ont des pupilles rectangles, horizontales et rectangles, donc c'est un peu particulier. Mais ces pupilles se dilatent et s'arrondissent en fait quand il fait plus sombre. Donc c'est pour ça qu'il y a déjà quelqu'un qui m'a demandé sur les réseaux sociaux, parce que j'avais pris une photo, je pense qu'il devait commencer à faire un peu nuit, et ma chèvre avait les pupilles rondes, et la personne se demandait pourquoi, mais c'est simplement une question de luminosité. Et il y a un truc aussi qui m'a fascinée, et vraiment je me rends compte à quel point je ne connaissais pas ces animaux. La première fois que je suis allée les voir la nuit, avec ma lampe frontale, j'ai vu 2 yeux bleus dans la nuit, avec les cornes et tout, et je peux vous dire que c'est un peu flippant au début et que ça m'étonne pas que les chèvres aient été associées au diable au Moyen-Âge, parce que franchement quand on voit ça on se dit mon Dieu, mais que se passe-t-il, que sont ces animaux? Et donc je pense qu'elles voient un peu dans la nuit, je sais pas trop. Si vous avez la réponse, vous pouvez me l'envoyer, mais je pense, puisque comme je vous disais, mes chèvres elles aiment bien pâturer aussi la nuit. En général, elles ont leur chaleur en automne et en hiver. Et donc, pendant 48 heures, quand elles sont en chaleur, eh bien, elles vont avoir la queue toute dressée, une jolie vulve toute rose. Et puis alors, elles peuvent bêler sans discontinuer pendant 48 heures. Et c'est vrai qu'à ces moments-là, parfois, j'ai envie de juste leur ramener un bouc pour les soulager, parce que j'ai presque pitié. Mais bon, voilà, je sais qu'elles ont plus trop l'âge pour ce genre de folie. Donc, on attend que ça passe. Rosalie. Rosalie, c'est ma chèvre de cœur, c'est ma première chèvre, ce sera pour toujours ma première chèvre. C'est une chèvre qui est super affectueuse, qui est rigolote, qui a une âme de petit clown. C'est elle qui a presque fini sur le toit de ma maison, et je me suis dit, mon Dieu, mais qu'est-ce que je vais faire? Je me vois bien appeler les pompiers. Bonjour, j'ai ma chèvre qui est sur le toit, est-ce que vous pourriez m'aider? Bon, finalement, j'ai réussi à la pâter pour qu'elle redescende. Mais voilà, c'est ce genre de chèvre que j'ai retrouvé un matin avec un seau coincé sur le museau, et je me suis dit non mais attends, il faut que je m'arrête 2 secondes, d'abord laisse-moi rigoler et puis après je t'enlève le seau. Elle est un peu perdue, son âme de petit clown, parce que déjà elle est assez âgée, elle a plus d'une dizaine d'années, et puis parce que malheureusement elle a une maladie qui est très répandue chez les chèvres, qui s'appelle le CAEV, et qui est une maladie qui se transmet par le lait maternel, et en fait, c'est une maladie qui est hyper répandue, mais on n'a aucun traitement, on ne sait pas du tout le soigner. Alors déjà parce que les maladies des animaux de ferme, sauf quand vraiment ça a un impact sur la production, on va peut-être s'en soucier, mais sinon, en règle générale, les animaux de ferme, il n'y a pas vraiment de médicaments pour eux, hein. Moi, la plupart des médicaments que je donne pour mes chèvres, c'est pour les chiens ou les chats. Et puis aussi parce que c'est une maladie qui se déclare assez tardivement. Et comme les chèvres sont en général abattues avant, voilà, personne ne se soucie vraiment de cette maladie. En tout cas, c'est une vraie saloperie, parce que il y a différents symptômes qui peuvent être générés. Ça peut être des symptômes respiratoires ou cardiaques. Et aussi, et c'est ce qu'a ma Rosalie, se développer sous une forme d'arthrose extrêmement virulente qui va déformer les articulations. Et donc la patte avant gauche de Rosalie et le genou est déformé. Puis il y a
Je lui ai fait faire des radios et on voit vraiment des excroissances osseuses qui se forment sur les pattes. Donc évidemment, c'est très douloureux. Alors elle a des jours avec, des jours sans. L'hiver a été très difficile pour elle parce que les températures froides pour les articulations, c'est vraiment très très dur. Alors je lui donne des compléments alimentaires pour fluidifier le liquide synovial au niveau des articulations. Je lui fais des petits massages à base d'huile essentielle. Je fais vraiment ce que je peux. Je lui fais faire de l'exercice aussi parce qu'il faut qu'elle continue de marcher, etc. Là, ça va beaucoup mieux ces derniers jours. Je suis hyper heureuse. Il fait un peu plus chaud. Et puis, je crois que les compléments alimentaires, ça commence à l'aider. Mais voilà, malheureusement, c'est sûr que ça a un peu un impact sur son comportement. Elle est un petit peu moins petit clown. Elle se met un peu plus à l'écart. Mais là, ces derniers jours, j'étais contente parce qu'elle est de nouveau dans le troupeau. Elle se rebat avec ses copines. Donc, ça veut dire que le moral est bon. Charlie, évidemment, c'est ma deuxième chèvre de cœur. C'est la petite brunette qui était initialement avec Rosalie. Alors autant Rosalie est assez aventureuse et curieuse, autant Charlie est assez casanière. Elle a toujours été le chef des deux, mais c'est aussi celle elle a vraiment un rôle de sentinelle dans le troupeau qu'elle prend vraiment à cœur. Donc c'est très important pour elle de pouvoir regarder dès qu'il y a du bruit, se mettre en hauteur, etc., d'avoir une vision périphérique de leur entourage pour pouvoir donner l'alerte. Charlie aussi, elle prend la défense de Rosalie quand il y a des menaces. Un soir, il y a eu des chiens errants qui sont rentrés dans l'enclos, je ne sais pas comment. C'était en pleine nuit, je commençais à entendre des aboiements du côté de l'abri de mes chèvres. Heureusement, j'étais encore réveillée et puis c'était l'été. Donc je cours pour voir qu'est-ce qui se passe et là je vois que Charlie protège Rosalie de son corps, Rosalie qui était terrorisée. Je vois des petits bouts de poils, des poils par terre. Là, du coup, je m'inquiète pour les deux chiens. Bon, apparemment, ils n'avaient pas été blessés, mais je pense qu'ils se sont pris un bon petit coup de tête de Charlie. Charlie, elle est aussi un peu colère. Elle est sauvage et colère. C'est-à-dire que j'ai mis beaucoup de temps à pouvoir la caresser. Maintenant, c'est un peu comme les chats. C'est elle qui décide. De temps en temps, elle me fait l'honneur et le privilège de pouvoir la caresser. Mais sinon, elle n'est pas trop câline. Et par ailleurs, elle a une certaine colère en elle. Elle est, comme ce que m'a dit Camille, qui fait de la communication animale, c'est que Charlie porte le poids des souffrances de sa lignée de chèvres sur ses épaules. Elle a aussi très conscience qu'elles ont réchappé à la mort à plusieurs reprises. Et pour toutes ces raisons, elle est très en colère. Et elle a un abcès au niveau du poitrail que j'ai énormément de mal à soigner, qui je pensais guéri, et puis là qui réapparaît. Donc c'est sûr que c'est quelque chose qui me préoccupe aussi un peu. Mais on dit souvent que les abcès sont liés à la colère et Charlie, elle est en colère à juste titre pour tout le mal que l'on fait aux chèvres hier et aujourd'hui. Djali, c'est une chèvre c'est une chèvre qui est particulière. Elle a un regard qui est tellement humain, quelque chose qui est tellement vulnérable en elle et en même temps une sorte de sagesse. Quand Babette était vraiment mal, je me rappelle avoir échangé un regard avec Djali et je ne sais pas si c'est moi qui interprète ou quoi, mais dans son regard, il y avait... c'était comme si elle me disait « mais tu sais très bien que c'est la fin pour elle et c'est ok en fait, c'est ok ». Ce regard tellement profond qui m'a bouleversée. Ça, c'est ma Djali. C'est ma Djali, c'est une vieille âme, je pense. Et Djali, c'est aussi une chèvre qui est... alors, elle est hyper câline, vraiment. C'est limite un pot de colle.
Camille m'a expliqué pourquoi. Elle m'a dit qu'en fait, Djali a peur qu'on l'oublie. Et donc, c'est très important pour elle, les câlins. Donc voilà, je passe beaucoup de temps à la câliner. Et je lui répète souvent que je ne l'oublie pas. Mais c'est aussi une chèvre qui est un peu méfiante. Moi, je me rappellerai toujours quand elles étaient arrivées le premier soir. J'ai l'habitude de leur donner un petit goûter le soir. En été, elles ont une pomme et des petites graines, des graines de lin, des graines de tournesol. Et les deux autres blanches se jettent dessus comme la misère sur le monde. Et par contre, Djali n'y touche pas. Donc moi, je me dis, bon, bah tant mieux, ça me fera moins de goûter à l'avenir. Mais bon, je réessaye quand même le lendemain. Et le lendemain, Djali mange le goûter. Et depuis, elle a toujours mangé ce que je lui donnais. Mais je pense que elle s'est d'abord dit, je vais voir, je vais vérifier si elle n'est pas en train de nous empoisonner. Et puis, si je vois que c'est bon, je mangerai. En tout cas, c'est comme ça que je l'interprète. Donc, elle est un peu méfiante. Et en même temps, enfin voilà, Djali, c'est Djali, elle est juste hyper attachante. Et puis, je trouve que c'est une excellente matriarche qui respecte un peu chaque chèvre telle qu'elle est. Elle n'a jamais brutalisé Rosalie, même si Rosalie a du mal à marcher. Alors qu'il arrive souvent que les chèvres se tapent dessus entre elles quand il y en a une qui est plus faible. D'une part parce que comme ce sont des animaux de proie, c'est une manière en fait de dire à la chèvre qui est un peu mal en point, de dire non mais il faut que tu avances, il faut que tu y ailles, il faut que tu te lèves là, parce que sinon c'est dangereux. Et puis c'est aussi une question de hiérarchie. Les chèvres qui sont inférieures dans la hiérarchie essayent parfois de prendre la place de celles qui sont affaiblies physiquement. Et Djali n'a jamais embêté Rosalie plus que ça. Et pour ça, je trouve que c'est très admirable de sa part, parce qu'elle aurait pu. Et elle a plutôt laissé Rosalie un peu aller à son rythme, et parfois elle la stimule un peu, mais ça reste très, très gentillé en termes de chèvre. Et puis Djali, elle a aussi défendu Babette, parce que Suzy, la petite dernière, dont je vous parlerai après, la petite dernière, la plus jeune, avait... dès qu'elle a vu que Babette était faible, elle a commencé à lui mordre des pattes arrière, à la violenter un peu, et Djali s'est interposée. En fait, elle a vraiment empêché Suzy de faire ça, et ça m'a évidemment énormément touchée. Donc je suis très heureuse que ce soit Djali qui soit la matriarche de mon troupeau. Babette. Babette, du coup, forcément, je la connais un peu moins puisqu'elle est restée un peu moins longtemps parmi nous. Mais c'était vraiment une chèvre, en anglais on dit easy going. C'est une chèvre facile à vivre, une chèvre gentille qui faisait pas de problème. Et ce que j'appréciais vraiment particulièrement, c'est qu'elle faisait le lien entre mes petites brunes et mes petites blanches, parce qu'elle s'entendait bien avec Rosalie. Et du coup, je pense que c'est elle qui a permis le fait que les deux troupeaux puissent se réunir. Je suis pas sûre que ça aurait aussi bien fonctionné si elle n'avait pas été là. Donc si tu nous entends, Babette, je te remercie pour ça. Et puis évidemment, Babette, c'est grâce à elle que je suis devenue végane. Donc oui, elle a joué un grand rôle dans ma vie finalement, même si je l'ai assez peu connue. Suzy. Ah, la petite Suzy. La petite Suzy, que j'appelle aussi mon petit bouchon, mon petit flocon. Suzy, j'avais un petit peu de mal au début avec elle à connecter, parce que elle est très, on dirait qu'elle a un TDAH, ou je sais plus comment on appelle ça, mais vous savez, les troubles de l'attention, parce qu'elle n'arrive pas à se concentrer, elle est tout le temps oulala. Et en plus, elle avait aucun contact physique avec moi. Donc j'étais un peu là, oulala, c'est quoi cette chèvre?
Et en fait, au fil du temps, oh là là, mais qu'est-ce que je suis tombée en amour de cette petite bouille toute mignonne. Elle est un peu prognate, elle a la mâchoire du bas qui va un peu vers l'avant, ce qui fait qu'elle tire souvent la langue. Et puis elle a une énergie et elle est pleine de vie. Elle est toujours partante. Quand je sors mes chèvres de leur enclos et qu'on se balade un peu, elle est toujours ravie. Puis elle court partout, elle se bat avec tout le monde. Et puis au bout d'un certain temps, elle m'a laissé la caresser. Au début, elle supportait pas qu'on lui touche la tête. Et maintenant, elle adore ça. Elle vient, elle fait oui, s'il te plaît, un petit câlin. Donc voilà, Babette, Suzy, c'est vraiment la petite dernière, pleine de vie, qui éclaire nos journées. Devenir l'humaine de chèvre, ça a clairement changé ma vie, à plein de niveaux. Déjà, c'est vraiment quelque chose qui me manque énormément dans le fait de tous les jours faire les mêmes gestes, leur apporter du foin, leur apporter de l'eau, leur apporter leur ration alimentaire. C'est quelque chose qui m'oblige à aller dehors par tous les temps, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il fasse 40 degrés. Et du coup, je suis hyper focalisée sur la météo. Chose que, bon, j'ai toujours regardé un peu la météo, mais là, ça devient vraiment... c'est le site que je consulte le plus sur Google, c'est météo. Parce que forcément la météo va avoir des conséquences sur comment je vais m'en occuper. Par exemple en hiver, quand on a des températures négatives, je vais fermer leur abri pour qu'elles aient plus chaud, je vais mettre des petits manteaux à celles qui ont le poil un peu moins fourni, je vais casser si nécessaire la glace de leur auge. Je vais peut-être un peu ajuster aussi les rations alimentaires. De la même manière, au printemps, en été, s'il pleut, je vais leur ramener du foin ou un peu plus de foin en fonction du moment de l'année où on est. Parce que en général, elles vont pas sortir quand il pleut et du coup, si elles sortent pas, c'est qu'elles ne mangent pas. Et puis, il faut leur acheter du foin, il faut penser, j'achète d'énormes sacs de maïs et de luzerne pour l'hiver, donc il faut penser à tout ça. Ce qui fait aussi que, de manière totalement inattendue, j'ai mis un pied dans le monde agricole. J'ai rencontré Mathilde, mais je rencontre aussi d'autres agricultrices quand je vais chercher du foin, de la paille, etc. Et je trouve ça hyper chouette de pouvoir rencontrer ces gens, pouvoir un petit peu discuter avec eux et de voir un peu comment c'est leur quotidien. Parce que finalement, ces gens, c'est eux qui nous nourrissent. Hein, c'est quand même un petit peu le nerf de la guerre. Hein, et pourtant, ce sont quand même les grands oubliés du système. Ce sont des gens qui travaillent énormément pour des revenus souvent très faibles et qui souvent font ça avec énormément de passion et d'amour. Et j'inclus Mathilde, évidemment, ma chèvrière que j'aime beaucoup, avec qui on peut parler de chèvres pendant des heures. Il faut qu'on s'arrête. Hein. Je dis non, mais là, il faut que je rentre à la maison. Mais on peut en parler des heures. Et je pense que malheureusement, la manière dont les choses sont faites font que les agriculteuristes ne peuvent pas forcément faire les choses comme ils aimeraient les faire parce que c'est tellement difficile financièrement pour eux que parfois ils voudraient faire des choses, je pense, beaucoup plus raisonnées, beaucoup plus respectueuses de l'environnement, des animaux, de leur bien-être, etc. Mais ils en sont empêchés pour des raisons financières. Et puis parce que ils sont parfois embrigadés dans des systèmes où ils ont emprunté de l'argent, etc. pour des machines, pour des trucs, et c'est très très difficile de revenir en arrière. Et donc je pense qu'il faudrait vraiment les écouter, ces gens,
et peut-être un peu plus tendre notre oreille pour savoir comment on pourrait les aider au mieux, comment on pourrait les accompagner au mieux vers un changement fondamental de pratique. Et pour ça, évidemment, il faudrait des investissements importants, changer la politique de la PAC de l'Union européenne. Ça, ce serait des choses vraiment très, très importantes à faire pour que les subventions soient beaucoup mieux réparties et de manière beaucoup plus en adéquation avec les défis du changement climatique. Partager ma vie avec les chèvres, c'est aussi découvrir ce qu'on appelle les animaux de ferme, c'est aussi découvrir à quel point il y a 2 poids 2 mesures dans notre société où on traite super bien les chiens et les chats. Enfin, quand je dis ça, il y a aussi beaucoup de maltraitance des chiens et des chats et des animaux domestiques, mais c'est quand même heureusement quelque chose de périphérique et d'assez réduit. Et par contre, les animaux de ferme, en fait, ils sont maltraités au quotidien. Là, je parle évidemment de l'élevage industriel. Enfin, c'est absolument horrible la manière dont les animaux sont traités. Et encore récemment, je voyais des images de chèvres dans un élevage industriel, mais qui m'ont brisé le cœur, vraiment. Et je me dis, mais comment on peut traiter des animaux aussi intelligents, aussi tendres, aussi intéressants, aussi pleins d'amour? Comment est-ce qu'on peut les traiter comme ça? Comment on en est arrivé là? Vraiment, j'ai pas de mots, je comprends pas. Et on voit bien aussi, même au niveau vétérinaire, je me rends compte, il y a très peu de choses, très peu de médicaments qui sont adaptés aux animaux de ferme. Il y a beaucoup de médicaments que j'utilise, oui, parce que mes chèvres étant un peu plus âgées et ayant le vécu qu'elles ont souvent des bobos, des petites choses et tout. Et donc, je suis devenue une experte en piqûres. Je ne pensais pas un jour pouvoir dire ça, mais sous-cutanées, intramusculaires, les piqûres n'ont plus de secret pour moi. Bref, mais très souvent, les médicaments que je donne à mes chèvres sont des médicaments qui sont plutôt faits pour les chiens ou pour les chats et pas forcément pour les animaux de ferme. Et il y a un vrai... je trouve ça assez dingue comment on n'a aucun scrupule à maltraiter les animaux de ferme et à les manger, à les mettre dans notre assiette, alors on s'indigne et on pousse des hauts cris quand on voit que des Chinois mangent des chiens. Pour moi, c'est la même chose en fait. On fait exactement la même chose. Il n'y a pas d'échelle dans l'importance des animaux. Mes chèvres, elles n'ont pas moins de valeur que ma chienne. C'est mes bébés au même titre les uns que les autres. Voilà, je voulais vous partager ce podcast et vous partager mon amour pour mes biquettes. D'une part pour peut-être alléger un peu ma dette karmique par rapport à tout le mal qui est fait aux animaux de ferme dans le monde. Pour rendre hommage à toutes les chèvres du monde qui sont vraiment des animaux merveilleux. Mais je pense que voilà, je connais moins les vaches et les moutons et les lapins et les poules, etc. Mais je leur rends hommage aujourd'hui. Et je voulais... C'est une manière pour moi aussi de m'excuser pour tout le mal qu'on leur fait. Je voulais vous sensibiliser au fait que voilà, les chèvres, ce sont des animaux intelligents, qui ont des émotions, qui portent un vécu, qui ressentent plein de choses, qui portent des choses sur leurs épaules et qui malgré tout sont pleines d'amour. Je voulais vous sensibiliser à comment est-ce que ça se passe, les produits laitiers, et peut-être vous faire réfléchir à votre consommation de produits laitiers. Évidemment, je parle même pas de la consommation de viande là, hein. On est d'accord, on est déjà au-delà. C'est important d'avoir tout ça en tête quand on consomme des produits animaux. Et je souhaiterais vraiment qu'on réfléchisse un peu plus à un monde beaucoup plus végétarien, voire vegan. Moi, je suis végane du coup depuis quelques temps. Et c'est pas parce que c'est un régime alimentaire qui est plus sain. Clairement, je dois prendre des compléments alimentaires, je dois prendre de la B12 pour être en bonne santé. Mais pour moi, c'est un vrai choix politique. Parce que je ne veux plus contribuer à ce système-là.
Je ne veux plus que mon argent serve à maltraiter, à tuer, à abuser, à considérer les animaux comme des produits, comme des outils. Et donc pour moi, le véganisme, c'est vraiment un acte politique. Voilà, c'était tout pour ce podcast Enquête de soi. J'espère avoir déposé dans votre tête une petite graine qui fera une belle plante, si possible végane. Ce podcast a été enregistré en mars 2023. Je ne sais pas pourquoi, mais ça m'a pris beaucoup de temps de le monter, de me dire que j'allais le mettre en ligne. Entre-temps, Charlie et Rosalie nous ont malheureusement quittés. Charlie est morte d'une pneumonie et Rosalie de tristesse, je pense, en partie. Il y avait ce CAEV qu'elle traînait, donc cette malformation des pattes, et je crois qu'elle n'a pas supporté que sa copine s'en aille. Elle ne voulait plus. Donc voilà, je crois que c'était le moment de publier ce podcast, là aussi pour leur rendre hommage, pour leur faire de gros bisous, là où elles se trouvent, dans les pâturages éternels. Merci en tout cas de m'avoir écouté, d'avoir ri et pleuré avec moi. N'hésitez pas à mettre des étoiles sur la plateforme d'écoute de ce podcast. Vous pouvez aussi le partager autour de vous si vous pensez que cela peut planter de petites graines dans le cœur d'autres personnes. Namasté.